qui est de Marco Rubio, il est quand même difficile, même s'il tente de le faire, d'expliquer que si ses parents ont quitté Cuba, quelque part, ils ont choisi l'exil. Mais enfin, ils n'ont pas choisi l'exil à cause du castrisme, hein. Ils sont partis en 1956, à l'époque de la dictature de Batista. Donc, ils ne peuvent pas jouer les exilés du communisme. Bonjour Régis. Bonjour Aïcha. Régis, il y a quelques jours, un incendie s'est déclaré dans une raffinerie de pétrole de la Havane. Et à quelques mètres de là étaient amarrés 2 navires de la marine mexicaine avec plus de 800 tonnes d'aide humanitaire. Régis, est-ce que Cuba va pouvoir tenir encore longtemps avec cet embargo qui semble de plus en plus total ? Alors, il y a 2 choses paradoxales dans votre question. L'incendie, effectivement, a touché le terminal pétrolier du port de la Havane. Il a fait quelques dégâts assez notoires. Dans une situation quasiment depuis décembre, plus aucun pétrolier n'a pu rejoindre l'île pour approvisionner l'île en essence. Actuellement, au moment où nous parlons, l'île n'a plus d'essence. C'est la politique du rationnement générale. Le gouvernement cubain a même insisté auprès des compagnies d'aviation pour leur expliquer qu'ils n'auraient pas le kérosène nécessaire pour leurs avions pour pouvoir repartir de Cuba. Donc il fallait prendre ça en compte, ce qui limite les possibilités d'aller dans l'île par avion actuellement. Donc cet incendie a lieu dans la raffinerie, apparemment d'origine accidentelle, mais une raffinerie qui, nous avons pu le constater, puisque nous revenons de tournage et de reportage à Cuba, plus aucun navire, plus aucun approvisionnement n'a lieu. La question des 2 navires de la marine commerciale mexicaine est liée à une aide humanitaire envoyée par Claudia Sheinbaum, la présidente du Mexique, qui ont pu transiter, qui ont pu passer le cordon sanitaire que les États-Unis imposent autour de Cuba pour pouvoir approvisionner l'île en produits de première nécessité. Il y a eu une sorte de desserrement de l'étau, mais sinon l'étau il est total. Ce qui induit chez les Cubains d'ailleurs un comportement auquel ils sont habitués, hein. C'est une île qui est sous sanction depuis 1962 par les États-Unis, avec des degrés divers de sanctions et des tolérances à certaines époques. Il y a eu des réchauffements des relations et qui ont permis aux Russes, par exemple, aux Chinois d'approvisionner l'île, notamment en véhicules, puisque, comme on sait, Cuba est une île qui a un parc automobile qui date d'avant 59. Les fameuses voitures Plymouth, Corvette, Oldsmobile, etc. Ont été livrées par les Américains avant la révolution castriste. Et depuis, il n'y a plus de voitures américaines. Mais il y a eu des voitures russes, il y a eu beaucoup de Lada dans l'île. Et il y a plus récemment des SUV ou même des voitures électriques fournies par les Chinois. Et donc, l'île est habituée aux privations. Elle a subi des périodes bien plus difficiles encore que la période actuelle, notamment après la chute de l'Union soviétique, où là, le grand frère russe avait cessé tout approvisionnement et l'île a connu des famines à cette époque. Donc là, actuellement, on se prépare à des temps difficiles. La population nous en parle régulièrement, mais on sent que des réflexes, et pour rester sur la question de l'essence et la question des automobiles, eh bien, tout simplement, dans certaines parties de l'île, les gens, d'abord, font du stockage d'essence, l'utilisent que quand ils en ont besoin, mais pour ce qui est des besoins quotidiens et de se déplacer, par exemple, ils utilisent la charrette et le cheval. C'est-à-dire, ils reviennent à des modes de transport antiques avec lesquels ils n'ont pas complètement coupé, en essayant de s'ajuster et de faire le dos rond, comme ils l'ont fait tant de fois dans leur histoire. Régis, Trump a expliqué que le régime cubain tomberait, je cite, comme un fruit mûr. Qu'est-ce qu'il entend par là ?
Alors c'est intéressant parce que Trump ne dit pas ça comme ça par hasard. Il est parfaitement au courant de la situation à Cuba. Il est au courant de la question des privations. Il est au courant de la question des effets du blocus économique que lui-même, que les États-Unis imposent sur l'île. Mais il est au courant aussi d'une donne, on va dire, politique et interne qui fait qu'il y a véritablement une coupure dans la société cubaine. Je m'explique. Fidel Castro est mort en 2016. Il a quand même survécu à 11 présidents américains, c'est quand même à 11 administrations qui avaient promis finalement de mettre un terme à son régime, qu'il a affronté d'abord militairement avec l'affaire de la baie des Cochons en 61, sous Kennedy, qui n'a pas fonctionné, et jamais les États-Unis n'ont réussi à reprendre Cuba. Il y a eu la crise de 62 avec les missiles, où le monde s'est retrouvé au bord de l'apocalypse nucléaire, mais Cuba à chaque fois a résisté. Il a résisté à ces années, les fameuses années spéciales des années 90, avec des pénuries et des famines, je l'ai déjà expliqué. Aujourd'hui, donc 2016, nous sommes en 2026, c'est les 10 ans de la mort de Fidel Castro, le centenaire de sa naissance, puisqu'il est né en 2016, tout ça est célébré dans le pays. Mais on sent bien, en regardant les affiches, en regardant les affiches de propagande, que celles-ci sont un peu délavées, on va dire, et que cette révolution qui mettait en avant toutes les figures des fameux Barbudos, les compagnons de route de Fidel Castro, donc Che Guevara est un des plus symboliques, eh bien commence un petit peu, il y a la transmission de la révolution se fait mal auprès de la jeunesse. On sent qu'il y a une forme d'indifférence, alors donc vous pourrez le découvrir dans notre documentaire, puisque nous avons posé la question à des jeunes Cubains sur ce qu'ils pensaient du castrisme, ce qu'ils pensaient du gouvernement actuel, ce qu'ils pensaient aussi des figures de la révolution. Et là, on est tombé de notre chaise, passez-moi l'expression, c'est-à-dire on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait aujourd'hui une jeunesse qui ne croyait plus aux idoles d'antan, mais qui, dans le même temps, ne croit pas aux idoles américaines non plus, ni à l'influence des Américains. C'est très intéressant, c'est qu'il y a quand même un nationalisme absolument général, mais un problème de transmission. Et je pense que cette fragilisation, on va dire, de l'impact de la révolution cubaine, c'est une chose sur laquelle les Américains entendent profiter pour peut-être changer le régime, pour peut-être mettre en place à Cuba un régime qui soit favorable aux États-Unis, voire faire revenir les Cubains de l'exil, qui sont plusieurs millions sur le territoire américain, en particulier en Floride, et qui n'ont d'envie qu'une chose, c'est de revenir et de reprendre Cuba. Et donc là, il va y avoir forcément un conflit si ça se passe, mais quand Trump dit « Cuba va tomber comme un fruit mûr », en effet, aujourd'hui, la révolution manque de souffle. Les pénuries sont difficiles à vivre, mais il n'y a plus l'idéal, ou il y a moins l'idéal révolutionnaire qui permettait quelque part à Cuba, pendant ces 67 ans d'existence de ce régime communiste, de continuer face à la menace américaine. Régis, Cuba vit donc dans une totale autosuffisance qui aujourd'hui peut encore aider, collaborer, coopérer économiquement avec Cuba. Alors il reste les Russes. Les Russes ont promis qu'ils continueraient d'approvisionner l'île en pétrole. Ça va être peut-être un test aussi dans les relations entre Vladimir Poutine et Donald Trump, relations qui, d'après les deux personnages, sont bonnes, même si Trump aimerait que Poutine soit plus flexible pour mettre un terme au conflit en Ukraine. Il va falloir... la marine américaine a décidé de faire une chasse à tout navire ayant tenté de contourner l'embargo sur le pétrole vénézuélien. Environ 4 navires battant pavillon russe ont été arraisonnés par la marine américaine. Il n'y a pas eu de riposte autre que verbale de la part du ministère des Affaires étrangères et de Sergueï Lavrov en Russie. Il n'y a pas eu de... les Russes n'ont pas décidé de saisir un bateau américain, par exemple, ce qui aurait pu être le cas. Si les Russes continuent ou à nouveau se mettent à approvisionner Cuba,
la vraie question, c'est quelle va être la réaction de la marine américaine qui croise au large. Au moment où nous étions sur place, les Cubains nous expliquaient que la marine américaine était juste en face de la Havane et que, évidemment, elle opère une surveillance générale des eaux autour de l'île de Cuba, qu'elle possède aussi, et c'est ce que nous montrons dans le documentaire, sa base, une base très active, base navale, sur le territoire cubain à Guantanamo. Et que ça, évidemment, c'est des mesures qui permettent aux États-Unis de contraindre et d'exercer ce blocus. Est-ce que les États-Unis et les Russes vont aller autour d'une confrontation où vont, on va dire, s'affronter pour que les Russes gardent leur emprise sur Cuba et les Américains pour qu'ils prennent l'île. Ça va être un vrai, ça risque d'être un vrai test dans les relations américaines et russes. Et si les Russes laissent tomber Cuba, ça voudra dire qu'ils ont obtenu de la part des Américains autre chose. Ça voudra dire que même si les Russes n'ont pas réagi sur le Venezuela, ils ne l'ont pas fait en raison du fait qu'ils comprennent la politique on va dire, de zone d'influence réitérée par Trump, la fameuse doctrine Monroe, réactivation de la doctrine Monroe qui fait de l'Amérique latine et de l'Amérique du Sud un précaré des États-Unis. Il va rester l'écueil Cuba qui, dans l'histoire entre les États-Unis et les Russes, a une dimension symbolique énorme. J'ai évoqué tout à l'heure la crise de 62, crise des missiles, où les Russes avaient envoyé quand même 36 missiles à tête nucléaire à Cuba. Et les Cubains, d'ailleurs, en conservent des exemplaires. Enfin, il n'y a plus les têtes nucléaires, mais il y a encore le silo, encore ces types de missiles, de portée de plusieurs milliers de kilomètres aussi, qui pouvaient vitrifier ou nucléariser ou amener l'apocalypse nucléaire aux États-Unis quand même, parce qu'on est, il faut l'expliquer, à 150 kilomètres du territoire américain quand on est à Cuba, juste au nord. Donc le vrai test va être là. Est-ce que pour les Russes, ça va valoir le coup de s'accrocher à cette île, qui est un symbole de leur passé, du passé communiste de la Russie, qui est un régime encore communiste à Cuba. Est-ce que Vladimir Poutine va se dire, voilà, on s'accroche, ou on fait un troc, ce qui est possible, et du coup, les Américains récupèrent Cuba pour en refaire une forme de paradis, comme ils l'avaient fait dans les années 50, à l'époque du dictateur Batista, où la mafia américaine avait ses quartiers là-bas, où tous les grands groupes américains, enfin, c'était un lieu de villégiature américain, et est-ce que ça va redevenir ce lieu de villégiature américain ? C'est ça la vraie question. Donald Trump a la possibilité de faire un embargo total. Et dans ce cas, on pourrait se retrouver dans la situation dans laquelle Cuba s'est trouvé dans les années 90, après la chute de l'Union soviétique, où Cuba a été abandonné de tous. À l'époque, c'est très intéressant, les Cubains rationnaient la nourriture. Alors actuellement, la nourriture est assez rare, hein. Quand on n'est pas dans les zones agricoles, les étals des marchés, il n'y a pas grand-chose, hein. Les restaurants, il y a très peu de restaurants. On mange très peu déjà à Cuba. Il y a aussi la question des rationnements. Il faut une carte maintenant, une carte qui s'appelle Classica, pour pouvoir faire son plein d'essence. C'est une carte qui est délivrée par le gouvernement, qu'il faut acheter, et qui permet à certains automobilistes. Donc on est déjà dans le rationnement, hein, voilà. Maintenant, dans les années 90, les Cubains ont été réduits à faire des tartes, et c'est resté célèbre, des tartes avec des pelures de pamplemousse ou des tartes avec des peaux de banane. Ça rappelle d'ailleurs aussi un plat célèbre qui était la tarte avec des épluchures de pommes de terre des habitants de Guernsey et des Anglo-Normandes jusqu'en 1945, quand l'île était toujours tenue par une garnison allemande, mais que le débarquement, en fait, les Alliés avaient conquis la France, avaient reconquis la France, et il n'y avait plus d'approvisionnement. Les gens ont crevé de faim, et donc utilisaient les pommes de terre, et ensuite
utiliser aussi les pelures de pommes de terre. Mais à Cuba, ça a été la même chose. Et donc, voilà, est-ce que ça a duré longtemps ? Cuba a survécu, mais à l'époque, il y avait, on va dire, cette révolution qui continuait à susciter l'adhésion d'une grande partie de la population. Ils en sont toujours attachés, hein, ils sont toujours très attachés à ça. Mais je vous dis, aujourd'hui, c'est un peu moins évident. Même si le pays n'est pas ouvert au monde, hein, on trouve très peu de téléphones portables, il y en a, mais dans la plupart des villes, les gens, d'ailleurs, c'est très intéressant de refaire, on se dit, tiens, les gens se parlent, c'était comme ça avant chez nous aussi. Ils ne sont pas le nez sur leur téléphone. Pas partout, hein. À La Havane, il y en a un peu plus. Mais on sent bien que, bon, en dehors du tourisme, ça va être la dernière manne qui leur reste financièrement. Il reste aussi, Régis, les services médicaux. L'envoi Oui. de missions médicales à l'étranger constitue la principale source de devises étrangères pour Cuba, soit 7 milliards de dollars en 2025. Oui. Et là encore, un pays comme le Guatemala, qui collaborait très étroitement avec Cuba sur ce domaine médical, a décidé de rompre son contrat. Oui, donc la pression est vraiment à tous les niveaux. Oui, on va arriver, quand je dis le tourisme dernière manne, si les avions ne peuvent plus refaire leur plein de kérosène pour repartir, c'est sûr que le nombre de touristes va se réduire. Et c'est déjà réduit. Hein. Au moment où on y était, voilà, on a fait quelques hôtels dans l'île, il n'y avait pas grand monde. On nous parlait de touristes anciens, d'ailleurs. Une petite anecdote assez rigolote, c'est que quand on était à Santiago de Cuba, qui est la ville révolutionnaire par excellence, puisque c'est là que Castro, en 1953, lance ses troupes à l'assaut d'une caserne, la caserne de Moncada, et que démarre la révolution qui, quelques années plus tard, va le conduire au pouvoir à La Havane. Donc dans cette ville révolutionnaire, on est allé dans un hôtel, 15 heures d'électricité, 15 heures d'absence d'électricité par jour à Santiago de Cuba, qui est la deuxième ville du pays. Guantanamo, pareil. La Havane, un peu moins. Vous imaginez 15 heures sur 24 heures. Voilà. Donc, on fonctionne avec le générateur, donc ça sent l'essence un peu partout dans l'île. Et là, on tombe sur un portier qui parlait très bien français et qui nous dit vous êtes français, dans cet hôtel, on était dans un petit hôtel, pendant tous les ans, pendant très longtemps, et hélas plus maintenant, nous avons reçu Arlette Laguillet. Voilà. C'était Arlette Laguillet, donc, qui, pendant des années, avait fait de Cuba paradis socialiste certifié, son lieu de vacances dans la ville où est enterré Fidel Castro aujourd'hui. Régis, en plaisantant, Donald Trump a expliqué que le prochain job de Marco Rubio, son secrétaire d'État, serait d'être président à Cuba. Qu'en pensent les Cubains ? Alors les Cubains ne sont pas très satisfaits. Et ça, c'est transgénérationnel. Hein. Même les jeunes n'ont pas une vision très optimiste des Cubains de l'exil, qui considèrent comme des gens corrompus, racistes, très proches du Parti républicain aux États-Unis. Donc là, il y a quand même une coupure, hein, même si vous l'expliquiez, il y a des liens familiaux qui existent toujours. Et pour ce qui est de Marco Rubio, il est quand même difficile, même s'il tente de le faire, d'expliquer que si ses parents ont quitté Cuba, quelque part, ils ont choisi l'exil. Mais enfin, ils n'ont pas choisi l'exil à cause du castrisme. Hein. Ils sont partis en 1956, à l'époque de la dictature de Batista. Donc, ils ne peuvent pas jouer les exilés du communisme. Marco Rubio, néanmoins, a eu un œil évidemment affectif particulier pour Cuba. Quand Donald Trump lui dit « tu seras prochain président », je pense que c'est une boutade. C'est vrai que Rubio est le secrétaire d'État à qui on demande beaucoup de choses en ce moment. On lui demande de s'occuper de l'Iran, du Groenland, de Cuba, du Venezuela. Sur les réseaux, d'ailleurs, on le voit parfois habillé en inuit, habillé avec en mollah iranien. Là aussi, Trump regarde les choses. Il pense pouvoir susciter peut-être un mouvement de mécontentement qui portera au pouvoir quelqu'un qui lui sera favorable. Ça demande à être vu quand même tout ça. On sait que pour le Venezuela, il n'a absolument pas touché aux structures
du pays. Il a mis une chaviste fanatique à la place de Nicolas Maduro, et en expliquant qu'il n'a pas envie de refaire l'Irak, de casser un pays pour l'avoir sur les bras et éventuellement avoir à gérer une guerre civile. C'est ça tout le problème de ces manœuvres de Trump, c'est qu'elles sont souvent ponctuelles. Il agit de façon ultra rapide pour dire « Regardez, à sa base, je n'engage pas les troupes américaines parce que je vous ai promis de ne pas vous engager dans des guerres ingagnables et qui durent, qui n'ont pas de fin. Je ne veux pas refaire ça, mais je vais quand même montrer au monde la puissance américaine et essayer de faire des deals, c'est-à-dire d'exploiter économiquement à l'avantage des États-Unis ces situations à l'international. » Régis, vous ne vous limitez pas qu'aux commentaires de Cuba. Vous y avez été à Cuba il y a encore quelques jours. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations sur votre documentaire? Quand est-ce qu'il va sortir et qu'est-ce qu'on pourra y trouver? Oui, alors j'ai déjà décrit quelques situations, notamment notre visite à Guantanamo, qui est très intéressante, puisqu'on a passé un peu de temps avec des gens qui vivent au contact de cette base. Quand je dis au contact, il n'y a aucun contact avec les Américains. Actuellement, il reste quand même quelques travailleurs qui vont sur la base et qui font l'aller-retour par jour. Mais au moment où nous y étions, nous avons eu d'ailleurs quelques soucis avec l'armée cubaine qui nous a arrêtés. Nous voulions aller voir cette fameuse ligne de séparation. La base américaine occupe le sud de la baie. Je crois que vous avez fini en garde à vue, Régis. Oui. Bah oui. C'était un moment pas très agréable, mais bon, ça fait partie des risques du métier. Mais c'est essentiellement dû aux tensions avec les États-Unis qui font que quand on a deux reporters comme ça qui se baladent dans l'île, on a un peu tendance dans ce genre de pays à les prendre pour des espions. Vous voyez ce que je veux dire. Donc ça s'est bien terminé pour nous. On a pu ramener nos rushs aussi, ça c'était pas évident. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a visité un petit peu ces endroits. On est allé aussi à la baie des Cochons où des personnes âgées se souviennent de cette tentative de débarquement américain. On a discuté énormément, on a beaucoup pris le pouls de la population, notamment à la Havane, pour essayer de comprendre quel était l'état d'esprit vraiment, puisque c'est ça le but d'Omerta, comme vous le dites, c'est pas de bavasser ou de bavarder sur un plateau de télé et d'expliquer des choses qu'on ne connaît pas, c'est d'aller vraiment et de poser des questions et d'essayer du coup d'en retirer des choses. Voilà, ce que je vous ai livré là, c'est vraiment des témoignages et des choses que j'ai ressenties sur place. Donc il y aura toutes ces étapes. On a fait un grand séjour, un grand tour de l'île, fait pas loin de 2000 km sur cette île, et on a parlé à beaucoup de gens et on a vu beaucoup de choses. Et voilà, raconter aussi comment un régime communiste survit encore en 2026. C'est quelque chose d'un peu particulier, avec des réflexes, avec un côté collectiviste aussi, une entraide qui se fait à la fois par la pénurie et par, on va dire, l'idéal révolutionnaire. Et puis aussi, cette révolution qui manque de souffle. Un des jeunes nous disait, je dis, mais vous n'avez pas des leaders jeunes? Et il m'a regardé, il m'a dit, ils sont tous en prison. Voilà, ça pose les choses. L'île est peut-être à un tournant, c'est pour ça que nous avons intitulé ce documentaire « Les derniers jours de Cuba ». Et vous allez pouvoir le retrouver très bientôt sur l'application Omerta. Merci Régis. Merci beaucoup.